Oh, good afternoon. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue au lancement de ce rapport qui s'appelle Zéro émission net plus résilience climatique et économique dans un monde en mutation. Nous sommes ravis d'avoir autant de monde dans cette salle pour cette réunion qui ne manquera pas de nous apporter des éclairages très utiles. Je propose que nous nous mettions au travail sans tarder. J'ai le grand plaisir d'accueillir notre secrétaire général, Mathias Kormann, qui va nous présenter une allocution d'ouverture. C'est à vous, Mathias. Thank you very. Merci infiniment, Johan. Et bonjour à toutes et à tous, Excellences, distingués invités, collègues, chers amis. Je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue à ce lancement du rapport de l'OCDE, Zéro émission net plus résilience climatique et économique dans un monde en mutation. Le projet Émission Net Zéro est un projet à l'échelle de l'organisation tout entière de l'OCDE qui rend compte du fait que le changement climatique est une question de développement, une question économique fondamentale qui a des implications sur pratiquement tous les domaines de l'action publique. C'est un rapport qui tire des enseignements de tout l'éventail de l'expertise multidisciplinaire de l'OCDE, que ce soit en termes d'économie, de politique fiscale, d'affaires financières et fiscales, de développement de sciences et technologies, d'emploi, d'affaires sociales ou de politique environnementale notamment. C'est un rapport qui propose des recommandations afin d'accélérer l'action et qui tire parti des ensembles de données propres à l'OCDE pour mieux appuyer l'élaboration des politiques. Et les nouvelles données développées pour ce projet montrent que la proportion de notre population et de nos actifs économiques qui est sujette à des événements météorologiques extrêmes ne cesse d'augmenter. En 2021, 17% de personnes en plus dans les pays membres de l'OCDE, donc et de son programme international pour l'action sur le climat, l'IPAC, ont été soumis à un temps d'été particulièrement chaud par rapport à 1979. Et cela aura des conséquences à travers le monde sur la sécurité de nos systèmes alimentaires, les migrations, l'appel à la stabilité, le développement et la croissance. Un impact particulièrement dévastateur pour les pays à faible revenu, notamment ceux qui dépendent pour leur économie de l'agriculture, de la sylviculture ou de la pêche. Et dans certaines régions, y compris le sud du Brésil, le Paraguay ou encore le nord-est de l'Argentine, on assiste à des phénomènes de stress hydrique extrême, à des vagues de chaleur qui ont conduit à une perte de rendement notoire pour des cultures telles que le maïs ou le soja. Il nous faut absolument traiter ces risques à travers les efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et engager une démarche qui traite de façon simultanée et non pas distincte ces différentes dimensions. Ainsi, nous pourrons rendre plus résilientes nos économies et nos sociétés, par exemple en réduisant les dommages et les coûts économiques correspondants dus au changement climatique. Et l'OCDE contribue à tous ces efforts à travers son approche à l'échelle du gouvernement tout entier des politiques climatiques. Le projet Émission Net Zéro vient rejoindre 3 autres initiatives phares en matière d'action climatique de l'OCDE. Tout d'abord, le forum inclusif sur les approches d'atténuation du carbone qui est conçu pour optimiser les effets des efforts de chaque pays pour lutter contre les émissions, car le projet Émission Net Zéro vient compléter l'accent mis par le Forum sur les politiques d'atténuation avec un accent mis sur l'adaptation et la résilience. Deuxièmement, l'IPAC, donc le Programme international pour l'action sur le climat, qui nous donne un certain nombre d'indicateurs phares pour assurer le suivi des effets du changement climatique et de nos efforts d'adaptation et d'atténuation à travers les pays, qu'ils appartiennent ou non à l'OCDE. Troisièmement, l'OCDE assure un suivi de l'évolution des dons pour contribuer à cet objectif d'arriver à 100 milliards de contributions mobilisées pour le financement climatique chaque année en faveur des pays en développement au titre de la Convention cadre
des Nations Unies sur le changement climatique et de l'accord de Paris. Le rapport Émissions Net Zéro ajoute à ce suivi des recommandations pour mettre en phase les financements et les investissements avec la résilience, y compris des mesures d'adaptation et des évaluations des risques climatiques. Le rapport que nous lançons aujourd'hui regroupe les conclusions de la première phase du projet Émissions Net Zéro plus. 3 grands domaines de priorité ont été identifiés. Tout d'abord, nos réponses à court terme ne doivent pas détourner notre attention de notre travail à plus long terme pour progresser dans la lutte contre le changement climatique. Et malgré les progrès récents, le changement climatique n'est pas encore suffisamment intégré de façon horizontale à tous les domaines de l'action publique. Par exemple, les analyses de l'OCDE montrent qu'un tiers seulement des dépenses liées à la reprise après la pandémie ont été consacrées à des projets durables sur le plan de l'environnement. Et les subventions accordées par les gouvernements, le soutien à la lutte contre l'inflation à la suite de la crise énergétique n'ont pas été suffisamment ciblés, ce qui risque donc de nuire à la transition pour ne plus dépendre des combustibles fossiles. Plus de la moitié des soutiens accordés à travers le monde ont été accordés à ces combustibles fossiles, pour l'essentiel sous la forme de soutien au prix non ciblé. Et il faudra que nous assurions une résilience et une efficience à long terme pour pouvoir tenir compte des perturbations à long terme. Dans notre rapport, on voit dans quelle mesure les travaux de prospective stratégique qui font un peu l'inventaire des évolutions en cours et des tendances émergentes pour élaborer des scénarios sur les évolutions possibles peuvent aider les pays et les organisations à mieux atteindre leurs objectifs en matière d'émissions zéro. Et deuxièmement, nous devons veiller à ce que nos politiques en matière climatique soient durables sur le plan budgétaire et environnemental. Les travaux de modélisation de l'OCDE réalisés pour ce projet montrent à quel point les panoplies de mesures peuvent influencer sur les finances publiques, et la tarification du carbone devrait générer des recettes considérables, jusqu'à 1,5% du PIB, mais d'autres politiques telles que les subventions et leurs effets indirects viennent raboter jusqu'à 50% de ces retombées positives. Et globalement, les effets sur les finances publiques de différentes panoplies de mesures dans différentes régions, telles qu'elles sont projetées, devraient varier à hauteur de presque 3% du PIB. Et les gouvernements doivent pouvoir traiter les conséquences sur les finances publiques de cette transition par une planification budgétaire prudente, en évaluant les effets directs et indirects et en assurant une transition vers des instruments fiscaux qui soient en phase avec les objectifs d'émissions nettes zéro, par exemple en évoluant vers une tarification fondée sur la distance parcourue, plutôt que sur les impôts sur les carburants. Troisièmement, il nous faut intégrer l'atténuation du changement climatique, les politiques d'adaptation, aux efforts centrés sur la biodiversité et la résilience climatique, car il y a des liens intrinsèques entre système climatique, biodiversité, capital naturel. Les solutions axées sur la nature, qui impliquent d'avoir recours aux écosystèmes pour assurer une protection naturelle contre les risques environnementaux, en sont un exemple. Par exemple, les efforts pour restaurer les forêts ou les mangroves nous donnent l'occasion de renforcer encore la capacité de stockage de carbone des écosystèmes, tout en contribuant à la réduction des risques liés aux phénomènes météorologiques tels que les glissements de terrain ou encore les ondes de tempête. Mais nous manquons encore d'initiatives concrètes, mises en œuvre concrètement en la matière. En conclusion, nous savons qu'il y a un éventail très large d'approches qui sont mises en œuvre ou qui sont prévues pour être mises en œuvre dans différents pays, et que cela se justifie tout à fait étant donné les circonstances propres à chaque pays,
son industrie et sa géographie. Mais ce qui est difficile, c'est de veiller à ce que globalement, tous ces efforts individuels soient aussi efficaces qu'ils pourraient l'être potentiellement. Et nous pouvons retirer des bénéfices conséquents d'un échange d'expériences et de données pour traduire ces ambitions, ces efforts en action et en résultats concrets. Nos travaux à l'OCDE, y compris par l'intermédiaire d'émissions émissions nettes zéro plus, est conçu à cette fin. Merci pour cette occasion de vous dire quelques mots et je suis impatient d'entendre cette discussion qui s'annonce passionnante. J'espère que nous aurons dans ce rapport des conclusions qui vous paraîtront pertinentes. Merci beaucoup. Well, thank you very much. Merci beaucoup, Mathias. C'était des remarques claires, pleines d'informations. Et comme vous avez mentionné, ce projet est la partie de la mise en œuvre clé pour l'approche de la maison OCDE, si vous voulez, à la politique du changement climatique. Je suis tout à fait en accord que les enjeux n'ont jamais été aussi grands. Je suis tout à fait heureuse d'avoir l'opportunité aujourd'hui de rentrer plus en détail sur certains des résultats de ce rapport Net Zero. Le rapport contient beaucoup d'informations et beaucoup d'informations ont été tirées à travers l'OCDE. Nous avons essayé de distiller tout cela dans un résumé d'orientation politique inclut 12 étapes clés pour le gouvernement pour la construction d'une résilience climatique économique et je vais vous faire parcourir ces 12 étapes clés. Mais tout d'abord, que voulons-nous dire par zéro émission net plus? La politique climatique aujourd'hui implique davantage que juste atteindre l'objectif de zéro émission net. Comment nous y arriverons est tout aussi important. Je vais y arriver un peu plus tard sur ce point, car la forme et la vitesse du trajectoire comptent. Mais la transition net zéro devrait également être résilient aux circonstances changeantes, ainsi que les perturbations globales inattendues. Et les politiques stratégiques ne marcheront dans le long terme s'ils sont soutenus par le public et s'ils sont utiles. Cette licence sociale est très importante et pour cela, il faut que ces politiques soient équitables et justes. En même temps, nous faisons face à beaucoup de changements économiques. Ainsi donc, les stratégies ont besoin de sauvegarder la résilience budgétaire et financière. Et même si, franchement, nous devions arrêter toutes les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, nous savons que nous ferons face et nous sommes déjà en train de faire face à des impacts climatiques inévitables. Ainsi donc, une approche systémique à l'adaptation est tout aussi importante. Et donc, voilà ce que nous voulons dire par plus. Le défi climatique a beaucoup de visages et multifacetés et a besoin d'une approche du gouvernement tout entier. Les zéro émission net plus utilise l'expertise multidisciplinaire de l'OCDE et répète également comment le changement climatique devient vraiment au centre des préoccupations à travers les différentes parties de l'OCDE, qui tire sur les contributions de 17 différents comités de politique OCDE et des équipes directement impliquées de 16 directions de l'OCDE et organisations partenaires, ainsi que des collaborateurs externes, par exemple YouthWise, le Conseil de jeunesse. Tout ceci est une démonstration de l'effort conjoint de toute l'OCDE pour adresser le changement climatique. Je vais maintenant brièvement vous faire parcourir les 12 étapes que nous recommandons que les gouvernements prennent afin de construire une résilience climatique et économique dans le monde d'aujourd'hui et de progresser dans tout ce qui est un progrès transformatif et effectif sur l'action sur le climat.
Ce n'est pas un guide de A à Z sur la politique climatique, mais se concentre particulièrement sur l'incorporation de la résilience et une réflexion systémique dans notre approche pour atténuer et adapter au changement climatique. Alors tout d'abord, les gouvernements ont besoin de faire tout pour limiter un dépassement mondial de la température qui irait au-delà de 1,5 degré Celsius, c'est-à-dire réduire les émissions aujourd'hui et rapidement. Ce n'est pas juste un point d'aboutissement, mais c'est la forme de la voie qui compte. Pourquoi? Parce que les preuves sur les points de basculement, comme ce graphique le montre, que nous sommes déjà en train d'entrer dans la gamme de réchauffement, potentially catastrophic, point auquel ces impacts catastrophiques deviennent possibles. Ceci est alarmant pour nous tous et vraiment nous fait comprendre que chaque fraction de degré de réchauffement compte. Comme Mathias nous l'a dit dans ses commentaires liminaires, beaucoup a été dépensé pour les allègements des crises et une reprise économique. Et c'est une opportunité pour accélérer les actions climatiques. Si vous voulez, c'est peut-être une petite lueur d'espoir dans un climat très sombre. Quelques progrès ont été accomplis, mais bien évidemment, nous aurons pu faire beaucoup plus. Nous devons vraiment saisir les opportunités climatiques qui viendront avec les perturbations futures. Comme nous le savons tous aujourd'hui, et nous le savons trop bien, le monde n'avance pas de façon prévisible et linéaire. Assurer l'avenir des stratégies climatiques veut dire anticiper les perturbations et les goulots d'étranglement. Par exemple, intégrer les idées prospectives, pratiques prospectives dans notre politique, regarder les perturbations potentielles et comment nous pouvons les anticiper. Mais l'échelle et la nature étendue du changement climatique veut dire que nous ne pouvons pas juste nous concentrer sur les résultats ou les composants individuels. Les politiques climatiques résilientes appellent une approche niveau du système systémique. Les politiques zéro émission nette et de devenir résilients aux impacts du changement climatique. La résilience systémique veut dire que nous devons anticiper les chocs de l'avenir, construire des tampons pour absorber les impacts initiaux et assurer la disponibilité des ressources pour investir dans les efforts de reprise. Cela veut également dire reconnaître que certains changements peuvent être irréversibles et auront besoin d'une adaptation permanente à de nouvelles circonstances. Accompagner le besoin de réfléchir au niveau systémique à le besoin finalement d'être très sérieux sur incorporer l'adaptation dans le mainstream, dans notre réflexion politique au centre. Il est encore plus clair que les gouvernements font face à des coûts augmentants en raison des dommages climatiques. Cette figure vous montre le changement des journées chaudes dont nous faisons l'expérience et cela confirme sans doute que le monde se réchauffe et continuera à se réchauffer en dépit de nos meilleurs efforts. Je voulais maintenant me tourner spécifiquement à la transition zéro émission nette. Avant de rentrer dans comment nous pouvons rendre résilients les politiques de transition, il est clair qu'il faut comprendre et avoir les bases. Il y a de nombreux outils à la disposition des gouvernements pour le changement politique et il faut qu'ils les préparent sur mesure en fonction des circonstances. Le bon mix avec des politiques basées sur les prix et ceux qui ne sont pas basés sur les prix. Et c'est ce qui existe dans les politiques pour l'atténuation dont Mathias a fait allusion. Il faut que la transition de cette résilience soit durable budgétairement et l'échelle va changer les flux de recettes des gouvernements. Par exemple, les taxes sur l'essence sont une source de revenus clés pour les gouvernements. Si nous sommes sérieux sur la décarbonation, ces revenus vont diminuer et peut-être un jour ne plus exister.
Notre modélisation des applications de finances publiques pour la transition net zéro montre des effets hétérogènes à travers les pays et à travers le temps, comme montre cette figure. Une bonne planification budgétaire est essentielle, qui considère non seulement les effets directs mais indirects des mix politiques sur les résiliences de finances publiques. La modélisation montre également que les niveaux actuels de développement technologique, arriver à un net zéro sera beaucoup plus coûteux. Pour le changer, nous devons innover et le soutien des gouvernements est essentiel en la matière. Une approche orientée mission veut dire cibler les soutiens à des innovations à une stade précoce qui va être le moteur de l'avancement technologique. L'échelle et la vitesse de la transition va impacter les ménages. Gérer le fardeau économique des politiques climatiques sur les personnes est essentiel. Des revenus du prix de carbone pourraient être recyclés pour équilibrer les impacts de distribution, par exemple. Pour assurer que la transition net zéro est soutenue publiquement, les gouvernements doivent communiquer clairement non seulement pourquoi les politiques sont nécessaires, mais comment ces politiques vont être mises en œuvre et quels sont les impacts que ces politiques auront sur les ménages. Les décalages économiques impliqués par la transition net zéro vont également affecter les personnes qui travaillent dans certains secteurs avec des nouveaux emplois et d'autres perdus. Les gouvernements ont besoin de trouver le bon équilibre entre un marché de travail flexible et de soutenir les travailleurs qui sont affectés par cette transition, les protégeant de façon financière ou les aidant à trouver de nouveaux emplois et de les reformer si nécessaire, de leur donner de nouvelles compétences. Bien évidemment, les dépenses du gouvernement ne peuvent pas seules satisfaire les besoins d'investissement. Les marchés financiers et le secteur privé ont un rôle critique à jouer. Les gouvernements peuvent aider en créant un environnement qui permet l'alignement des flux financiers et d'investissement, ainsi que d'aider la prise de décision des entreprises avec des objectifs d'adaptation et d'atténuation. Finalement, l'action politique sur le climat nous appelle tous, les régions, les pays, les villes, d'être impliqués, d'être concernés. Ici, l'OCDE a une contribution importante à faire, étant donné le rôle important de la communauté d'aide au développement, avec beaucoup de potentiel à améliorer la confiance au niveau international. Développer les économies en développement émergent sont une source d'émissions futures, mais également exposées aux impacts du changement climatique futur. Il faudra les soutenir pour décarboner leurs économies, de construire la résilience aux impacts climatiques et satisfaire leurs besoins en développement. Le rapport fournit un train de recommandations plus détaillées qui rentrent dans chacun des sujets que je viens d'évoquer aujourd'hui. Ces 12 étapes, si mises en œuvre efficacement, fournissent un moyen pour les gouvernements de naviguer de façon efficace, de façon avoir une politique climatique juste, résiliente, efficace, qui répond au changement dans ce monde complexe. Well, happily, this project heureusement, ce projet ne s'arrête pas là. On nous a donné un mandat unanime de nos pays membres de continuer nos travaux dans une phase 2. La nouvelle phase continue à se construire sur le thème de risque et résilience de la première phase, mais également fournit un pilier supplémentaire qui se concentre sur les transitions qui permettent d'arriver au net zéro. Les deux piliers seront soutenus par un travail transversal continu pour suivre le progrès à travers le IPAC, Programme international d'action climatique. Le nouveau pilier, dans le nouvel pilier, nous nous posons la question, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour accélérer, vraiment faire un saut dans le court terme dans l'action climatique. Having identified the La notion des points de basculement positifs, les points dans la première phase what we can do qui nous permettront d'explorer comment nous pouvons vraiment basculer dans la bonne direction. Je vais maintenant m'arrêter ici car je voudrais vraiment que nous arrivions à la discussion du panel, avec le panel.
Et avec cela, j'aimerais inviter nos panélistes avec moi ici, les présenter. Et ensuite, nous aurons une discussion suivie par une séance de questions-réponses avec le public dans la salle. Well, thank you, everybody. Merci beaucoup. Est-ce que je dois faire quelque chose? Non, voilà, votre micro marche très bien. Thank you. Merci aux panélistes de m'avoir rejoint. Je dois dire que Natasha Alexander, une de nos panélistes, a reçu l'information qu'elle doit aller assister à quelque chose de beaucoup plus important. C'est très important car elle représente le Royaume-Uni et le Royaume-Uni a la réunion du conseil ministériel. Donc, elle doit s'y rendre. Je vous donnerai la possibilité de prendre la parole en premier. Mais juste pour vous présenter rapidement, Natasha Alexander, qui est ambassadrice du Royaume-Uni auprès de l'OCDE, et elle est ambassadrice depuis juin 2021. Elle a tenu de nombreux postes dans le Trésor, le Bureau de Commonwealth et de développement et aux Nations Unies. Keen supporter. Et Project. Vous avez toujours soutenu à travers votre voix ce projet de Net Zero. At which this report. Et au conseil ministériel, bien évidemment, auquel vous allez assister, ce rapport va être livré. Je voudrais également présenter Sébastien Treyer, qui est le directeur exécutif de IDRI. Sébastien a été le directeur exécutif pour l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI, depuis 2019. Et survient travaille sur le biodiversité, climat, écosystème, les océans et le développement durable et de gouvernance. Beaucoup de cela résonne bien évidemment avec notre rapport Zéro Émission Net Plus. Ensuite, je voudrais vous présenter Dominique Vaugret, qui est le vice-président exécutif du Conseil mondial des affaires pour le développement durable. Il est basé à Genève et est en fonction depuis le début de l'année, depuis plus longtemps avec le Conseil Business Council. Et il mène le travail stratégique sur le climat, la nature et les inégalités, travaillant avec le secteur privé, les acteurs pour développer les solutions qui travaillent sur l'action climatique, améliorer la responsabilité et l'échelle des actions des entreprises tout en gardant l'équité à l'avant. Encore une fois, nous avons beaucoup apprécié la contribution de Dominique au rapport Zéro Émission Net dans notre panel de conseil externe. Et finalement, Andy Kerr, qui est de Climate Care IC et le Chief Strategy Officer, directeur stratégique, président directeur de la direction stratégique. Il a tenu des rôles de leadership qui aident les villes, les régions, les pays et les investisseurs pour atteindre des objectifs stratégiques autour de l'émission net zéro et la résilience. Les travaux que fait le KIC pour ce qui est des changements systémiques rentrent très bien avec ce rapport de Zéro Émission Net et je suis sûre qu'il y aura beaucoup de choses à nous dire sur comment s'engager avec les différentes parties prenantes. Is an important facet. Et c'est un facette très important pour arriver à Zéro Émission Net. Bien, donc nous allons démarrer sans tarder. Natasha, comme prévu, je vais vous donner la parole. En fait, vous pourrez nous dire exactement ce que vous souhaiterez dire. Pendant cette première partie, nous souhaitions mettre l'accent sur la nécessité d'une approche systémique de l'élaboration d'une résilience climatique et économique,
Mais en même temps, si vous avez des réflexions à nous proposer sur la façon dont l'OCDE peut au mieux être utile à ses membres, et si vous avez des observations juste avant l'ouverture de la réunion du Conseil au niveau des ministres, nous vous en serions donc très reconnaissants. C'est à vous. Merci infiniment. Alors, bien évidemment, c'est le type d'invitation qu'on ne saurait refuser. Si vraiment on a le droit de dire tout ce qu'on veut, c'est merveilleux. C'est une merveilleuse opportunité et je suis très heureuse de pouvoir être présente pour marquer le lancement de ce rapport Zéro Émission Net Plus. Votre propos introductif ainsi que ceux du secrétaire général ont souligné à quel point ce rapport tombe à point nommé et il est très important pour les organisations, pour l'économie d'ailleurs tout entière, de savoir travailler de façon unifiée à l'échelle de l'organisation tout entière, de l'économie tout entière. Et j'ai été frappé à cet égard de voir toutes les directions concernées, toutes les entités qui ont donc apporté leur concours. Et ce que nous essayons de faire ici, c'est de construire une plus forte ambition et une approche qui sache véritablement intégrer tous les acteurs à l'échelle de l'économie tout entière. Et l'OCDE, précisément, du fait du champ et de l'éventail très large de ses activités, analyse macroéconomique, mais également quantité considérable de données sur lesquelles elle a la main, est parfaitement placée pour cela. Vous avez posé la question de savoir quelle peut être la valeur ajoutée de l'OCDE. Alors je commencerai bien sûr par les données, par les éléments probants. Nous accordons une grande valeur au fait que l'OCDE apporte son soutien aux gouvernements nationaux avec ses indicateurs sur les données de l'environnement qui recouvrent donc toute une série de secteurs et apportent une vraie valeur ajoutée pour ce qui est donc de la capacité à prendre à bras le corps donc la mise en œuvre de ces objectifs climatiques. Et à partir de là, les gouvernements peuvent trouver des sources de synergie pour œuvrer à la réalisation de ces objectifs, ce qui est essentiel pour la transition vers des émissions net zéro. Et au Royaume-Uni, nous avons beaucoup apprécié le travail fait sur le changement climatique, sur l'adaptation, en particulier des travaux qui souvent n'avaient pas été réalisés auparavant. Nous sommes l'un des premiers pays à mener à bien une étude de cas sur nos processus, nos méthodes de suivi en matière d'action climatique. On voit en science, vous avez parlé de cette notion de point névralgique. Tout à l'heure, c'est une notion assez neuve et il nous faut donc trouver les éclairages cruciaux pour pouvoir piloter l'élaboration des politiques et de l'action publique. Et c'est précisément sur cet aspect que l'OCDE a un deuxième rôle. Non seulement notre réponse à l'échelle de chaque pays, mais la façon dont nous pouvons agir en commun pour lutter contre le changement climatique. Bien évidemment, ce rapport fait suite à la mise en garde extrêmement sobre et sévère du GIEC. Avec les données, les éléments probants, les recommandations en matière de politique, nous voyons proposer en tant que gouvernement, mais également d'acteurs du secteur privé, recommander des mesures en œuvre. Donc, quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous à ce stade, ce qui est tout à fait le bienvenu, me semble-t-il, car on voit bien qu'il s'agit d'agir tout de suite, sans tarder. Et je voudrais dire quelques mots donc sur l'influence de l'OCDE à travers le monde avec tous les éléments que j'ai évoqués, donc les données, les éléments probants, les plateformes de partage, la capacité d'analyse et la capacité à faciliter des échanges internationaux qui, le secrétaire général dans ce propos introductif parlait donc du forum inclusif, le forum inclusif sur les approches en matière d'atténuation des émissions de carbone, et nous apprécions au plus haut point l'action de ce forum, l'IFCMA.
d'après son sigle anglais. Alors pour ce qui est de la RCM, la réunion du Conseil au niveau des ministres avec nos deux vice-présidents, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir présider cette réunion. Il s'agit de résilience économique, il s'agit d'assurer un avenir commun de par des partenariats et des relations mondiales. Tout cela parce que, précisément, sur les plans politiques, sociaux, environnementaux, nous sommes confrontés à tout un éventail de problèmes qui vont bien au-delà des frontières nationales et qu'on ne peut pas traiter individuellement dans chaque pays. Il faut pour cela des solutions mondiales. Nous restons convaincus que l'OCDE a un rôle essentiel à jouer pour nous aider à faire cela, pour aider à la transition numérique en plus de la transition climatique, deux transitions qui sont au cœur même de l'action des pays aujourd'hui. Comment trouver les éléments de synergie entre ces deux projets? Comment est-ce que l'une de ces transitions peut aider à la mise en œuvre de l'autre? Alors en tant que président, de traiter des problématiques liées à la façon de tirer parti des évolutions techniques pour répondre à ces défis et de rester sur cet objectif d'1,5 degré pour les différentes raisons que vous avez évoquées de façon si convaincante dans votre introduction. Les ministres auront également l'occasion de débattre de domaines pour la collaboration internationale liés aux technologies nouvelles et émergentes, mais également de parler des défis liés au changement climatique et à la biodiversité. Là aussi, c'est une des composantes clés sur lesquelles nous nous penchons, mais nous souhaitons le faire d'une façon qui permette d'identifier les meilleures façons de faire preuve d'inclusivité, de tirer parti des talents qui existent dans nos sociétés, plutôt que de creuser encore les inégalités et les divisions entre nos différents pays et au sein de nos pays. Je crois avoir suffisamment parlé. Je vous remercie beaucoup de votre attention pour ce rapport d'excellente qualité. Merci infiniment à vous, Natacha, et c'est là une mise en bouche très appétissante donc pour la réunion du Conseil au NIRCM qui va aborder toutes sortes de questions tout à fait opportunes et critiques. Effectivement, comment avancer et travailler de concert sur ces différentes questions, c'est là un travail de réflexion qui sera certainement très utile à chacun. Alors, en ayant en tête le fait que vous nous quitterez d'ici quelques instants, je voudrais vous poser une deuxième question, si vous le voulez bien. Je sais que le Royaume-Uni a joué un rôle d'éclaireur pour ce qui est de la prospective en matière de changement climatique notamment. Pendant cette première phase du projet, est-ce que vous avez des éclairages que vous pourriez nous proposer du point de vue du Royaume-Uni sur la façon dont cet accent sur la prospective stratégique vous a permis d'identifier certains éléments? Et après cela, je ne vous retiendrai plus, bien entendu, nous aurons la possibilité de vous libérer. Mais bien sûr, Joe, ce sera avec grand plaisir. En deux mots, donc, nous essayons d'être aussi innovants que possible dans notre approche et de nous pencher sur les façons d'avoir accès à davantage de données, à une meilleure compréhension des éléments scientifiques et de voir comment la science, l'économie peuvent se compléter au mieux et en temps utile dans la mesure du possible. Et la prospective stratégique nous apporte précisément les outils, le cadre qui peuvent permettre cela pour appuyer une prise de décision de qualité, que ce soit pour les politiques à court ou à plus long terme, car nous devons opérer des transformations économiques, cela reste clair dans tous nos pays. Absolument. Eh bien, merci encore à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et si jamais vous souhaitez nous quitter à un moment ou à un autre, n'hésitez surtout pas à vous éclipser. Nous sommes très reconnaissants de votre présence parmi nous aujourd'hui. Alors, je me tourne vers Sébastien maintenant. L'une des problématiques qui a été évoquée dans l'introduction de tout à l'heure, c'est celle de la façon dont cette crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine peut
proposer des incitations au gouvernement pour essayer de réduire leur dépendance, notamment par rapport aux importations de combustibles fossiles. Et à partir de là, la question se pose de savoir si ces évolutions sont en cours ou non, et sinon, ce que devraient faire les gouvernements pour que cela se concrétise, si possible, rapidement. Merci infiniment pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir être là pour marquer le lancement de ce rapport et je ne peux que vous féliciter à cette occasion. Alors au sein de l'UE, je crois que l'on peut évoquer ce point à titre d'exemple, car il y en a beaucoup d'autres à travers le monde. On voit que la sécurité énergétique est une préoccupation qui amène les gouvernements à s'orienter vers davantage de résilience systémique, comme préconisé dans le rapport. L'une des questions sur la table est celle de la gestion de la demande, d'essayer de faire baisser la demande au-delà des simples exigences en matière d'efficacité énergétique. Nous avons ce débat en France, on parle de sobriété, peut-être qu'on dirait plutôt efficiency en anglais que sobriety, dit l'orateur. Et c'est là quelque chose qui est évidemment préconisé dans le rapport. C'est d'autant plus important que on voit avec cette crise en Ukraine toute une réflexion sur les chaînes d'approvisionnement mondiales qui s'est engagée et au-delà de cette question de savoir s'il faut rapatrier ou rapprocher les sources d'approvisionnement plutôt que d'externaliser très loin la production, je crois que nous avons là un débat qui porte sur des considérations d'ordre systémique, à savoir que si effectivement nous souhaitons faire preuve de plus d'efficacité dans le recours aux combustibles fossiles, il y a sans doute d'autres chaînes d'approvisionnement sur lesquelles il faudra pouvoir agir. Et il y a également une discussion au sein de l'UE sur les matières premières. Au-delà de cela, et le secrétaire général, M. Corman, et vous-même l'avez très bien dit, il nous faut nous pencher à la fois sur le climat et sur la biodiversité. Et à partir de là, il ne s'agit plus d'une seule limite planétaire, mais de toutes les limites. Zéro émission nette, en fait, cela revient à ne pas aggraver encore les problèmes liés au cycle du carbone. Et cela nous oblige à tenir compte de toutes ces autres dimensions. C'est un point d'entrée pour les discussions qui sont déjà en cours, me semble-t-il, dans bien des enceintes, à savoir que nous devons assurer l'accès à des fonctions essentielles, énergie, alimentation, etc. Mais ce prisme donc de la sécurisation nous oblige à réfléchir en termes de transformation systémique, qu'il s'agisse d'agriculture, d'alimentation ou d'autres aspects. Mais ce n'est pas une chose facile, on le voit avec le Green Deal. Vous avez donc ce grand pas en arrière qui a été fait en matière de sécurité alimentaire, un peu comme après cette crise de 2007, avec des arguments qui ont été largement contrés depuis ces dernières années. Et l'on voit qu'il y a différentes façons dont la sécurité d'approvisionnement finalement est abordée d'une façon qui manque d'objectivité et qui vient finalement déformer la teneur du débat public. Mais en tout cas, la crise énergétique, me semble-t-il, a eu des effets très marqués qui vont plutôt dans le bon sens sur cet aspect. Très bien, donc nous avons entamé cette trajectoire, mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. On voit que les choses ne cessent de s'élargir. On va des éléments critiques jusqu'à l'économie circulaire et aux solutions de rechange autres que le fait de rapatrier la production dans son propre pays.
Si on regarde donc ce qu'il en est en termes d'efficience, est-ce que l'on peut réellement faire baisser la consommation ou bien est-ce qu'au contraire les subventions aboutissent de fait à ce que les populations utilisent tout autant d'énergie qu'elles le faisaient auparavant? C'est en tout cas un débat immense et passionnant qu'il faudrait pouvoir engager. On voit bien pourquoi 16 directions différentes de l'OCDE ont été amenées à se poser ces questions. Alors Dominique, je voudrais vous demander maintenant du point de vue donc du secteur privé, si vous considérez que les politiques mises en œuvre plus récemment face à ces phénomènes d'inflation et de hausse du coût de la vie, nous rebondissons donc sur ce que disait Sébastien à l'instant, est-ce que ces politiques donc vous semblent avoir été plutôt utiles ou avoir fait obstacle au projet des entreprises en matière de climat et d'investissement en faveur d'émissions net zéro? Comment est-ce qu'on pourrait mieux faire? Eh bien, merci beaucoup. Je voudrais à mon tour donc vous féliciter pour cet excellent rapport. J'ai du mal à imaginer les réunions que vous avez dû organiser avec 16 directions différentes. Et je suis sûr que tout s'est très bien passé, mais évidemment, même si c'est un microcosme, là, nous avons un exemple d'évolution, de transformation systémique interne à l'OCDE, certes, mais qui ne peut que nous inspirer. Alors, il y a de cela 6 mois, et vous l'aviez peut-être observé même avant cela, on a vu donc adopter cette loi IRA, donc la loi sur la réduction de l'inflation aux États-Unis, et depuis lors, on a vu consacrer des dizaines de milliards de dollars qui ont eu des conséquences énormes en Géorgie, au Tennessee, au Michigan, des investissements dans les batteries, les panneaux photovoltaïques, toutes sortes de domaines différents qui ont été impactés. Alors on pourrait dire qu'il s'agit là d'une évolution systémique, on pourrait dire que en termes de politique favorable, ça peut paraître une notion qui est relativement inoffensive, mais en réalité nous en avons peut-être là un exemple, et ça crée des pressions énormes sur les chaînes de valeur mondiales, sur la question de savoir d'où viennent les minéraux. On pourrait parler donc de la grande préoccupation que l'on observe dans d'autres juridictions face à cette approche, mais en tout cas c'est une transaction qui est en action et qui ne se passera pas en douceur. Et si vous voulez, ce sera vraiment une course vers le haut sur ce qui a l'avantage concurrentiel. Et ça, c'est le nouveau paradigme industriel. Donc tout ce qui paraît anodin semble, ça y est, arriver maintenant. Ce qui est intéressant, point de vue de l'entreprise, ce sont des politiques basées sur l'incitation. Et je voudrais vous donner ici un exemple rapide. Beaucoup dans l'espace environnement, politique. Combien impliqués dans la politique environnementale? Combien d'entre vous? C'est pour vous, mais également pour les autres. Alors vous le savez parce que vous avez travaillé dans le domaine depuis quelque temps. La politique climatique pour les entreprises a été le scope 1, scope 2 et le scope 3, amoindrir les émissions, établir un objectif, ayez un plan et faire moins s'il vous plaît, parce que ça c'est une externalité pollution, qui est la pollution. So it's vital. Il est vital et c'est exactement ce que nous devons faire, et beaucoup plus d'entreprises y travaillent. Si nous avons juste les entreprises qui, par exemple, préparent des climatiseurs et les climatiseurs basés sur le diesel, est-ce que nous aurons gagné la bataille? Non. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu un transfert vers, par exemple, les unités de climatisation basées sur le photovoltaïque. Future. Les technologies à faible émission.
nous utilisons la loi sur la réduction de l'inflation. Change that dynamic. Il y a eu un changement de la dynamique. En Europe, nous avons l'habitude de dire des politiques réglementaires faire moins de mal, politique pour moins d'émissions. Et je vais vous avancer pour faire du bien, plus de bien. Ça, c'est un développement très intéressant dans l'agenda climatique des entreprises. Un exemple serait l'émergence de systèmes de comptabilité de l'intervention, c'est-à-dire les émissions qui ont été évitées. Pourquoi faire plus de bien? Il n'y a pas de mécanisme de comptabilité qui me reconnaît d'avoir mis tous R&D, investissement, effort humain pour décaler mon modèle d'entreprise du XXe siècle, le XXIe siècle, les services numériques qui créent des émissions net zéro. Comment est-ce que je peux attirer un coût de capital moins élevé si je le fais? Vous savez, il faut que je puisse montrer que je fais davantage de bien. Tout ce que la mesure, c'est que ce sont des mesures de faire moins mal, si vous voulez. And was cited. On a cité dans le communiqué de G7 dans le Japon qui crée cette comptabilité basée sur l'intervention, c'est-à-dire dans une période de 20 ans. Si d'un côté vous faites tout ce que vous pouvez pour dans votre entreprise, vous minimisez les missions, vous pouvez être éligible à montrer comment vous mettez les biens et services dans la société qui font beaucoup plus de bien. Ça, c'est une étape énorme dans le régime de responsabilité des entreprises et qui... promotes. For example, if I'm Par exemple, si je regarde comme l'architecte de IEA, la loi de réduction de l'inflation, comment est-ce que je vois les preuves? C'est cette comptabilité qui le montre. Si je suis une institution financière et je suis engagée sous l'acte de Glasgow de trouver les entreprises qui favorisent l'émission net zéro, quels sont les mécanismes de comptabilité que je regarde ou de responsabilisation pour le voir? Donc la simulation de ces politiques en matière d'incitation d'identifier les entreprises qui vont dans cette direction. Donc c'est un indicateur tout à fait clair de ce qui s'est passé dans cette dernière année, je dirais. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est un point de vue très intéressant, Dominique, et je pense en effet que l'une des choses qui est devenue tout à fait claire à travers l'IFC sur les approches atténuation climatique, que c'est un mix de politique, n'est-ce pas? Most governments. La plupart des gouvernements regardent ce mix de politique, que ce soit basé sur les prix, comme outil de base ou d'autres approches. On a sector by sector. Secteur par, enfin, approche sectorielle. Mais une question. Approach. There can be risks to il peut y avoir des risques au gouvernement pour choisir des gagnants de technologie. Comment éviter cela? Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que vous avez tout à fait raison que le mix politique est important pour ne pas... car après tout, il faut livrer les réductions. Policy boxes of getting to 2050 net zero. You have to do that. Pour atteindre le net zéro 2050. Mais vous pouvez également des politiques basées sur les incitations ou qui peuvent avoir permettre aux investisseurs de voir qui vont le plus rapidement dans cette direction. Mais on ne choisit pas la technologie. On prend les mécanismes de... That one. really explaining that and emphasizing it. Thanks for the clarification. Merci de cette clarification, Andy. Merci d'avoir attendu. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est
introduction. Comme je l'ai dit dans mon introduction, les réflexions systémiques est très important pour les travaux du Climate KIC. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous nous disiez dans la phase des crises climatiques et les perturbations futures, nous voyons par exemple la permacrise ou les multicrises, quelle que soit l'approche que nous prenons, comment est-ce que les gouvernements peuvent prendre une approche systémique par rapport aux politiques climatiques? Nous savons que nous devons le faire, mais comment le faire? Merci Joe. Je voudrais juste ajouter nos félicitations pour le rapport, car c'est excellent de voir une réflexion systémique qui est mis vraiment au cœur de ces questions. Mais est-ce que je pourrais être honnête? Si nous rentrons dans une salle, dans un gouvernement avec des ministres ou des décideurs politiques et nous commençons à parler des systèmes ou des approches intégrées, vous verrez que les gens s'y perdent, ils voudront chercher la porte pour sortir. Il faut vraiment que les choses soient réelles. Lorsque vous parlez de cette très grande échelle, cela paraît toujours trop éphémère et trop grand. Alors il faut l'ancrer dans quelque chose, et les travaux dans lesquels nous ancrons, ce sont vraiment les choses basées sur une place, que ce soit une ville, une région, un pays, etc. Nous devons commencer quelque part là où c'est tangible, n'est-ce pas? Et lorsque nous réfléchissons au niveau de ce système, nous pensons au système complexe. Vous avez des risques et des chocs en cascade, et Mathias l'a mentionné au début. Ce sont imprévisibles. Donc il faut commencer de là, de cette position. Et nous savons que la vitesse et l'échelle de changement est tellement énorme que nous ne pourrons pas, les consultants, les analystes, les ministres auront les réponses, toutes les réponses. Donc un des grands défis pour les gouvernements que nous avons vu, que ce soit dans une ville, une région ou un gouvernement national, c'est que ce décalage en termes de réflexion par rapport à ce que nous devons faire, une vie politique là, l'instrument politique là, et on arrivera à net zéro. De dire plutôt, nous connaissons quels sont les blocs de construction, et le rapport de l'OCDE c'est un très bon exemple, mais nous devons le faire en l'apprenant, faire apporter différents acteurs, les différents tests à l'échelle doivent être entrepris. Et c'est une approche qui représente un grand défi pour les gouvernements, car nous savons où nous voulons aller, mais nous avons des vraies questions sur le comment, car il n'y a pas une solution, n'est-ce pas, dans ce contexte social, socio-culturel, économique, etc. Donc il faut apprendre en faisant. Dans ce sens, ce que nous recherchons lorsque nous parlons au gouvernement, ce sont les relations. Comment partager les connaissances, comment les partager dans les ministères, des équipes décisionnaires. Une des choses les plus utiles que nous semblons avoir fait lorsqu'on travaille avec les gouvernements, c'est de faire en sorte que les différents ministères se parlent pour la première fois. Donc, c'est très important. Et une réflexion peut-être sur la prévisibilité. J'ai travaillé il y a 20 ans sur ce standard démocratique et à l'époque, ils devaient utiliser les estimations de ce que les prix de l'énergie et des combustibles fossiles seraient dans l'avenir. Et à l'époque, ils avaient un prix qui était très bas, $10 le baril. Quelle était l'estimation pour les 20 années à venir? Quelqu'un peut deviner? C'était 20. C'était 20. Et c'était un scénario très élevé qui était 30. Et lorsque vous réfléchissez à ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, et lorsque nous parlons de l'analyse politique ou même de prospective, il y a un vrai défi sur le type de choc que nous allons voir dans le système dans les 20 années à venir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cette prospective. Mais comme le rapport l'a dit, il faut la résilience par la conception. Comment inclure l'apprentissage dedans? Merci beaucoup Andy. Et je pense que c'est une des choses qu'on entend qui est appelée pas juste... and that is with... Enfin, difficile de faire confiance à le gouvernement, mais difficile de faire des prévisions. Imagining. C'est important d'imaginer des scénarios et d'être préparé pour tout, pour toute éventualité. Alors, question rapide, comment est-ce que vous pouvez pu retenir les gens dans la salle? Et le fait également qu'il n'allait pas y avoir une recette
une solution toute prête. Governments are acutely Les gouvernements sont tout à fait conscients du fossé qui existe entre les aspirations. Ils ont des cibles climatiques ou leur ville, un objectif net zéro pour 2030. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont très loin d'arriver à cela. Et ils se rendent compte qu'ils fassent quelque chose de différent. Et nous disons que nous n'avons pas la réponse. Mais ce que nous pouvons faire, c'est faire entrer les partenaires radicaux, différentes réflexions, secteur public, secteur privé, ensemble, comment regarder les choses pour faire avancer les choses. Scary. Excellent, merci. Now, just a quick round. Yes, we've got time for. Nous avons encore du temps pour un petit tour, deuxième tour de questions. A bit of time. Et je voudrais laisser un peu de temps pour les questions du public. For this part, Alors, to shift to je voudrais arriver à certaines des choses que nous avons discutées dans le rapport et parler de ce que veut dire la construction de cette solution systémique. La résilience de la transition, mais résilience en matière d'adaptation. so I can start with Dominic. Je peux peut-être commencer avec Dominique cette fois-ci. Sector perspective. De perspective du secteur privé. Quels sont les goulots d'étranglement à la transition? Et que peuvent faire les gouvernements pour anticiper et ouvrir les choses quelque peu? okay. So if we build from an enterprise outward, if we take a sort of build. Alors, du point de vue entreprise, si nous voulons que les centaines de milliers d'entreprises soient impliquées dans les chaînes de valeur et pas juste 4000 ou une poignée, et les PME également inclus, bien évidemment. Imaginons que nous avons une journée de l'entreprise et si je suis la personne à côté de mon PDG ou mon directeur financier et vous venez de me dire que j'ai 6 mois pour créer le plan de transition pour l'entreprise. 6 mois déjà, on vous dit que c'est beaucoup. Je dois créer un objectif basé sur la science ou quelque chose d'équivalent, développer un plan de transition et j'ai besoin de fonds, j'ai peur de parler à mon directeur financier et Scope 3 work. Comment travaille le scope 3 and that et on parlait vous savez make it 100 times more difficult. C'est très difficile et c'est quand vous n'avez pas le bon personnel, les PME encore plus difficile si vous n'avez pas la capacité pour travailler dessus. Donc accountability. La responsabilité carbone de l'entreprise, c'est un des obstacles les plus élevés. Comme je disais au déjeuner, on peut sortir c'était une planète très intéressante et je dois réserver un hôtel à Croatie pour l'été. Vous irez sur booking.com et vous réserveriez votre chambre. Mais dans 10 ans, vous sortirez, vous essayez a telephone manual. Enfin, ou plutôt, il y a 10 ans, il fallait trouver un annuaire, etc. Donc, c'est ce genre de coût transactionnel plus 1 million. Quel est le plan de transition? Comment établir un objectif? Comment on corporate into the space. Donc, l'agenda corporate go along. très important. Making it up as you go. Ils inventent au fur et à mesure. Non, mais vous savez, vous avez une choix. Quel est l'objectif? Quel est le mécanisme de rapport? En fait, pour l'instant, vous avez un bol de spaghettis et nous devons créer un ordre de ce chaos. Merci. Sébastien. We know that climate action. Nous savons que l'action climatique affecte tout le monde et a besoin d'une réponse globale. Air doesn't care whether l'air ça importe peu à l'air d'où viennent les émissions. D'où vient la coopération? Comment est-ce que l'OCDE en particulier, par rapport à son rôle,
par rapport à la communauté d'aide au développement peut mieux intégrer le changement climatique dans le processus de développement. Thank you very much. Merci. Je pense qu'en effet que c'est très important, comme tous les panélistes l'ont déjà dit. Ce rapport de l'OCDE est très important en raison de la portée globale de l'OCDE. Et la portée globale, comme vous l'avez dit, je répondrai à votre question sur le comité de développement, politique de développement de l'OCDE, mais cela va au-delà de l'APD. Ce qui est très important, c'est la transition, non seulement en raison du climat, mais les chocs économiques également, comme vous l'avez mentionné, les transformations des modèles d'entreprise dans de nombreux secteurs. Donc cela va avec les tendances sur le changement de la configuration des chaînes d'approvisionnement globales pour assurer davantage de diversité d'approvisionnement. These are all mottos, as I said. Certaines choses sont déjà mises en œuvre et c'est une reconfiguration très importante de l'appareil industriel mondial qui pourrait avoir lieu dans les années à venir. Et pour beaucoup de pays en voie de développement, c'est quelque chose qui fait très peur. En particulier lorsqu'ils voient le IRA, ils voient la concurrence de l'aide au développement entre la Chine et les États-Unis et l'Union européenne, qui pourrait laisser les pays qui n'ont pas le même pouvoir des subventions pour l'aide de l'État dans une position très mauvaise en termes d'attirer les investissements. Donc je ne parle pas de politique de l'APD en tant que telle, mais pour différentes raisons. Un monde où les grands pouvoirs économiques seraient les seuls à avoir la capacité d'attirer les investissements ne serait pas un monde durable. Il faut assurer qu'il y ait des emplois industriels et valeurs ajoutées industrielles captées et l'innovation industrielle dans les pays d'Afrique, dans l'Amérique latine et l'Asie du Sud. Mais c'est un jeu plutôt compliqué. Mais regardez l'Europe. Nous voulons l'acier vert avec ArcelorMittal dans l'Est de la France. Nous voulons également que l'industrie métallurgique de l'Afrique du Sud soit verte. Comment faire en sorte que la part des emplois entre l'Afrique du Sud et l'Europe, lorsque nous importons la première partie de la transformation, que cette importation en soi, que ce matériel importé aurait dû valeur ajoutée localement avant de même l'apporter en Europe. Il n'y a pas d'incitation pour l'ArcelorMittal de le faire. Il y a pression publique pour l'Europe, pour cette partie de l'ArcelorMittal. Mais pour l'Europe, l'important c'est d'avoir les emplois industriels ici, important pour l'opinion publique. C'est une conversation très difficile. Nous ne pourrons pas l'avoir s'il n'y a pas d'incitation de la part de l'OCDE de rentrer dans cette conversation. Parce que l'OCDE est l'endroit où nous pourrons discuter parmi les membres de l'OCDE, ce qui serait dans notre intérêt d'aller pour quelque chose qui ne sera pas un jeu à somme nulle. Et ensuite, il faut l'étendre à d'autres pays, mais je pense que l'OCDE sera très important pour cela. Donc si vous me permettez d'ajouter un élément qui me paraît très important dans le cadre de cette conversation, je l'ai dit, vous l'avez dit également, je crois, pour beaucoup des secteurs sur lesquels nous nous penchons, je pense au secteur de l'alimentation par exemple. En France, le problème n'est pas tant celui de la transition climatique, c'est la viabilité économique même, la résilience économique qui est en cause et en premier lieu. Donc il ne s'agit pas simplement du coût d'une transition vers des émissions net zéro ou pour l'adaptation au changement climatique, mais de voir également quels seraient les coûts d'une poursuite sur les bases existantes, et sans mettre nécessairement l'accent donc sur le changement climatique dans ce calcul. Et là, il y a des conséquences également en termes d'équité. Si on regarde un scénario de transformation, il faut le contraster avec ce qui se passerait si on poursuit sur les bases existantes. Par exemple, pour ce qui est de la diversification, cela implique des coûts. Si on reste sur les bases existantes,
tout l'accent est mis sur la massification, les économies d'échelle, et ça ne va pas être très efficace. Il faut absolument pouvoir calculer ce qu'il en est, donc de l'alternative qui consiste à aborder les choses autrement. Et on voit cela dans votre rapport. Il ne s'agit pas seulement du coût de la transition, mais des coûts comparatifs par rapport à la situation existante d'une telle transformation. Et cela aura des conséquences sur le plan social et le plan de l'équité. Merci. Alors nous le voyons, il y a énormément de facteurs de complexité qui entrent en ligne de compte. Et l'un des points dont nous avons une conscience aiguë, c'est l'importance qu'il y a à éviter de créer des conditions dans lesquelles les émissions seraient simplement déplacées d'une partie de la planète vers une autre, suite à différentes approches en matière d'action publique qui seraient entreprises dans différentes parties du monde. Et nous avons des collègues de TAD, donc de la direction de l'agriculture et des échanges. C'est là un élément important de la situation dans ce moment. Alors Dominique, vous aviez, à un moment donné, vous aviez l'air d'avoir très envie d'intervenir. Peut-être que je peux vous donner la parole juste avant de la donner à Andy. Merci beaucoup. Oui, je serai très bref, mais sur ce point précisément. Et c'est là que les choses vont devenir vraiment intéressantes dans la suite de nos travaux, pour voir ce que nous allons faire concrètement. Vous avez parlé de l'Afrique subsaharienne. Si on prend la Namibie, par exemple, un excellent endroit pour avoir de l'hydrogène vert, n'est-ce pas ? Un excellent endroit pour promouvoir un pôle industriel par la coopération publique-privée, pour passer des accords avec l'UE sur qui pourrait acheter cet acier vert, les fabricants d'automobiles par exemple, et pour investir dans l'avenir de la fabrication automobile, en Europe, en veillant précisément à ne pas émettre de carbone comme aujourd'hui, avoir véritablement de l'acier vert. Mais pour cela, il faut que tous les acteurs concernés puissent agir concrètement pour veiller à ce que les choses se passent selon les règles. Alors, 5 ou 6 grands projets qui seraient précurseurs dans leur domaine pourraient effectivement constituer un point de bascule, comme vous l'évoquiez, et faire en sorte que les gens se disent « Ah, désormais nous savons comment procéder ». On ne peut pas se contenter de dire « Bon, moi, ce n'est pas mon rayon, je laisse ce problème à quelqu'un d'autre ». C'est véritablement quelque chose qui relève de la condition humaine en tant que telle. Merci beaucoup. Je crois que vous avez fait le lien, d'une certaine façon, vers cette dernière question pour Andy sur les innovations. Alors, on le voit dans le rapport, c'est l'une des nécessités essentielles, innover en vue de la transition, et pourtant nous avons un climat d'investissement en ce moment qui est particulièrement volatile à travers le monde, et donc prendre des risques pour soutenir des développements technologiques qui en sont à leur premier pas est une chose très difficile à promouvoir. Comment est-ce qu'on peut alimenter une véritable dynamique en la matière malgré cette situation? Alors, nous sommes une situation qui a soutenu environ 3000 idées ou concepts à travers le monde qui en étaient donc à leur premier pas et qui avaient beaucoup de difficultés à passer à l'échelle, souvent parce qu'il y avait des marchés naissants, un manque de mise en phase de la réglementation, des problèmes liés à la passation de marché, et nous avons pu constater que en réalité il y avait plutôt des problèmes liés à la demande. Et tout cela commence à évoluer de façon très marquée avec les incitations qu'on voit par exemple aux États-Unis. Mais je crois qu'il nous faut réfléchir à la façon dont pour beaucoup de capital risque ou d'investissement assez risqué de ce type, très souvent il y a presque un coût marginal de 0 pour passer à l'échelle dans bien des cas, tandis que pour les techniques climatiques,
ce sont des choses qui sont ancrées dans les sols, bâtiments, l'énergie, l'utilisation des sols, avec une réglementation très contraignante dans les différents pays et des coûts très conséquents pour procéder à des phases d'essai, des phases pilotes. Ce qui veut dire que les configurations de facteurs ne sont pas forcément propices. Et il nous faut trouver des solutions pour pouvoir promouvoir ces approches. Et là, il ne s'agit pas simplement de financement privé, mais également institutionnel et public pour partager un petit peu les risques. Et pour vous donner un exemple en la matière, nous avons joué un rôle pilote dans le cadre de la mission Ville de Lieu avec quelques 112 000, avec des objectifs qui ont été fixés pour 2030, donc d'ici 6 à 7 ans. Un rapide calcul voudrait que simplement pour l'infrastructure, bâtiment, transport, on parlerait de 10 milliards par ville. Donc là, on parle tout de suite d'un marché de 1 milliard d'investissement dans les 7 ans à venir pour ces différentes villes. Et si on regarde les solutions qui pourraient aider en la matière et faire avancer les choses, là, on a des possibilités absolument phénoménales de passage à l'échelle avec un marché qui est façonné par les autorités municipales, par les gouvernements nationaux notamment. Et là, cette façon de réfléchir et d'envisager les choses, de dire l'innovation, ce n'est pas simplement lié à la technologie, mais également à la réglementation, au financement, à la façon dont on peut développer et adopter certaines technologies. Donc, comment est-ce qu'on peut finalement réfléchir en termes de marché, réfléchir en termes d'une concurrence qui ne serait pas frontale par rapport donc à cette loi IRA aux États-Unis par exemple. Et nous avons la capacité d'utiliser la capacité de façonner des marchés pour veiller à ce qu'il y ait véritablement une demande et donc quelque chose qui puisse attirer les investissements et les développements. Donc c'est un peu différent de l'approche du capital risque où on essaye de faire un pari sur celui qui sera le gagnant. En fait, on ne sait absolument pas qui sera, enfin, ou quelle sera la technologie qui sera couronnée de succès, un peu comme vous le disiez tout à l'heure. Donc pour revenir sur le soutien qu'on peut apporter sur différents continents pour que les solutions soient bien en phase avec les besoins et donnent de bons résultats. Donc là, il faut aller au-delà de ce qui se fait en Europe ou aux États-Unis et voir quelles sont les innovations locales dans d'autres parties du monde. Merci. Alors, je ne m'attendais pas à ce que les choses nous paraissent simples ou faciles. Il nous faut donc véritablement faire évoluer nos modes de pensée à bien des égards dans notre façon d'élaborer des politiques, de travailler ensemble. Et je crois que c'est sans doute là une excellente façon de terminer cette table ronde. Nous allons pouvoir passer à la phase de questions-réponses depuis la salle. Je crois que nous avons des micros à chef qui vont se balader dans la salle. Je vois déjà une première demande de parole. Merci beaucoup. Merci pour ces interventions passionnantes de la part des participants. Alors, ma question est la suivante. Comment est-ce que les gouvernements peuvent mieux gérer, mieux communiquer sur les coûts et les opportunités qui découlent de cette transition net zéro? Car nous savons qu'elle ne sera couronnée de succès que si elle bénéficie d'un soutien public, mais en même temps, même si il en découlera de nombreuses opportunités, il y aura également des coûts pour certains secteurs de la société en particulier. Quelle est votre analyse sur ces aspects? Alors, sur l'aspect communication, j'ai un doctorat de changement climatique que j'ai obtenu il y a une trentaine d'années. Depuis lors, en fait, c'est toute la façon de communiquer autour des sciences du climat qui a toujours reposé sur cette idée d'un déficit de connaissances. Si seulement nous arrivions à expliquer aux gens à quel point ils ne saisissent pas la gravité du problème, les choses évolueraient. Mais est-ce que, selon vous, cette approche a porté ses fruits jusqu'à maintenant? En fait, c'est un déficit d'innovation. Comment communiquer de façon à ce que les choses paraissent réelles
à ceux qui nous écoutent. Donc j'ai eu l'occasion de participer récemment à une réunion avec des agriculteurs et nous avons essayé, plutôt que de leur dire « Ouh là là, ça va être très très dur », de commencer par se demander comment est-ce que les choses auront évolué d'ici 20 ans sur une exploitation agricole? Quelles seront les odeurs? Quel sera l'aspect? Quelles seront les sources de revenus d'un agriculteur? Comment, autrement dit, est-ce qu'on peut ancrer la présentation dans l'expérience même qui sera celle des personnes auxquelles nous nous adressons et ainsi leur donner quelque chose à quoi s'accrocher, car nous observons, malgré donc les pronunciamentos alarmants que nous entendons à longueur de journée, le fait que, en fait, souvent, nous obtenons l'inverse de l'effet escompté. Il y a cette vision du Titanic, puisque nous sommes tous perdus. Autant voyager en première classe et passer un bon moment avant de mourir. Autrement dit, si nous allons communiquer, essayons de le faire du point de vue de la personne à laquelle nous nous adressons, qu'il s'agisse d'un individu, d'un entrepreneur, d'une administration, de l'habitant d'une ville, et de leur faire ressentir un petit peu ce que cela pourrait vouloir dire que de vivre dans un monde dans lequel nous serions parvenus à zéro émission nette. Merci, je crois que c'est une façon très inspirante, effectivement, d'envisager les choses. Sébastien ? Alors oui, je crois que votre réponse, c'est l'élément essentiel. Mais je voulais ajouter quand même que, du point de vue de certains décideurs, il est important de parler plus avant donc, de la façon dont est présentée la question de la vulnérabilité et de la résilience. Il ne s'agit pas de faire peur, mais de dire, bon, on peut regarder les coûts et les bénéfices, mais qu'en est-il des vulnérabilités, des risques de choc économique ou autre que l'on pourrait rencontrer sur d'autres trajectoires. Et là, je pense peut-être davantage au contexte européen en termes de vulnérabilité du secteur agroalimentaire. Il y a une vulnérabilité très forte si celui-ci reste sur sa trajectoire actuelle, alors que les retombées positives seront très nombreuses si il sait se transformer. C'est quelque chose que nous essayons de mettre en avant dans nos discussions avec les acteurs de ce secteur. Et la même chose vaut pour les entreprises, je crois. Si on reste sur le même business model, quels sont les risques qui peuvent en découler? Et j'éprouve beaucoup de sympathie avec cette idée que vous exprimiez, sur laquelle il ne faut pas faire peur aux gens pour essayer de les convaincre de la pertinence de cette transition. Est-ce que je pourrais rebondir là-dessus, car je suis d'accord, et je crois qu'effectivement, si on essaye de regarder donc la valeur en risque, c'est une très bonne façon de procéder. Nos conversations autour de ces questions ont beaucoup évolué depuis 5 ou 7 ans avec la pandémie, la situation russo-ukrainienne, etc. Et ce qui était inconcevable il y a encore quelques années devient concevable désormais. Si on parle effectivement en termes de valeur en risque, on voit bien que nous n'avons plus la possibilité donc de poursuivre sur les rails actuels. Alors oui, on peut dire ça va être abominable. Et bon, les gens se disent bon d'accord, mais il faut que j'y aille en fait. Et je voulais donc aborder cette façon dont on peut essayer d'avoir une pensée systémique, de mettre les choses en relation. Nous l'avons fait au sein de notre organisation, donc WBCSD, et tout faire partout en même temps, everything, everywhere, all at once, comme dans le film qui vient de sortir. Mais si vous avez donc 59 milliards de personnes peut-être qui vivent sur différentes planètes, comment est-ce qu'on peut envisager les choses? Bon, c'est une façon d'essayer donc d'envisager un avenir possible et de voir comment une entreprise pourrait prospérer. Là, on ne parle plus en termes d'opposition, climat, nature, prospérité, responsabilité, mais bien en termes d'évolution qui sont dans l'intérêt des acteurs. Et je crois que il faut sans doute laisser de côté cette notion d'économie qui serait donc minée de l'intérieur pour essayer d'aborder les choses autrement, donc en termes de retombées positives optimales pour tout le monde.
Alors, je ne vois pas vraiment d'appel réel à faire cela. Donc, à parler du bien commun par opposition aux contraintes, il faut plutôt essayer de regarder ce qu'il en est du monde des entreprises et de voir où nous en sommes. Nous avons le temps peut-être pour une question. Oui, je vous en prie. So, thank you so much for... Merci beaucoup de vos interventions. Je voulais dire que le rapport souligne les points de basculement ou le point de bascule. Selon vous, comment ces risques peuvent être intégrés dans les politiques aujourd'hui? Est-ce que vous voyez des exemples? taking into account? Est-ce que ces points de bascule sont intégrés dans les politiques? Je pense que tout le monde voudrait répondre. Sébastien, pas très sûr. Andy, vous voulez commencer? Et Dominique? Dominique, allez-y. Ah, j'adore ce concept. Et en fait, c'est une bonne nouvelle que c'est arrivé dans le contexte de la décision politique. Paris Agenda. Avant l'agenda parisien. Juste après Copenhague en 2012-2013, il disait que le Paris ne marcherait pas. Qu'est-ce qui ferait marcher? C'est plus de confiance pour les gouvernements pour avoir un deal plus ambitieux. Comment donner plus de confiance au gouvernement? Parmi d'autres choses, la société civile et les investisseurs et les leaders business diraient ayez une solution plus ambitieuse. Est-ce qu'on peut, tout le monde sera impliqué? Non. Est-ce qu'on peut trouver un point de bascule par rapport à tous les secteurs clés pour qu'entre 12 et 20% de capital de marché dirait oui, allons-y. Et c'est comme ça que l'agenda Paris a été créé. Nos habitants Lidry et d'autres qui menaient la charge à Paris ont pu faire passer les choses. Ça, c'était un point de basculement, si vous voulez, en action qui a permis de faire le lancement 2013, 14 et 15. Et cette méthodologie dans l'agenda des champions, je pourrais en parler indéfiniment. Mais l'importance de donner la confiance aux décideurs politiques d'y aller, de le faire. And you have that critical mass in a way that... Donc avoir arrivé à une masse critique. Andy, juste pour poursuivre avec ce que Dominique disait, une des choses que nous avons fait avec les gouvernements pays, différents secteurs économiques, agricoles, en Irlande et d'autres en Slovénie, etc. C'est de leur demander de faire l'expérience de comment on arrive à ce changement exponentiel et le changement systémique. Vous avez parlé des effets exponentiels et l'émergence qui vient de l'apprentissage et d'avoir différentes relations qui marchent avec un apprentissage rapide. En pratique, cela veut dire des réunions dures pour rassembler des gens avec différentes perspectives et arriver au point où on peut commencer à vraiment tirer les vraies opportunités, la reconnaissance comme on l'appelle, et les gens commencent à relier les choses. Pas un point essentiel, mais vraiment commencer à avoir différentes coalitions d'intérêts. Et ensuite, on arrive au point où 15 à 20% du groupe l'adopte et tout le monde veut être inclus et on commence à avancer très rapidement. Donc nous le voyons en pratique, nous essayons de vraiment l'intégrer est difficile, mais nous recevons des bons exemples de différentes organisations, comment on peut vraiment inclure ce genre de choses qui peut faire entrer différents points de vue, des collaborateurs radicaux et then you can start to ensuite, vous pouvez vraiment faire entrer des idées très intéressantes et les choses s'accélèrent. And I was just trying. I mean, I've been in charge of foresight. J'étais chargé de la prospective au ministère de l'Environnement il y a 20 ans et Community of cette communauté de prospective stratégique n'a pas vraiment pu avoir son impact sur les décisions politiques à haut niveau. Je suis en faveur de cela pour que cela gagne en importance
mais je ne vois pas vraiment son effet. En France, il y a l'exemple du secrétariat général pour la planification écologique et ce n'est pas une provision. La prospective, c'est vraiment voir, essayer d'appliquer une approche des limites planétaires. Enfin, si vous voulez être net zéro, il y a certaines choses qu'il faut faire. Mais regardez dans l'avenir, essayez de trouver l'enveloppe de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. C'était une expérience intéressante. La seule préoccupation que j'ai, c'est que dans quelle mesure est-ce qu'il peut vraiment gagner l'arbitrage politique par rapport aux ministères sectoriels, même s'ils sont à l'échelle avec le Premier ministre. Je suis sûr qu'il y a des ministères sectoriels, l'industrie, l'agriculture, peuvent savoir quelle est la possible bonne voie. I'm not sure that's something. C'est quelque chose à suivre. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous sommes arrivés à la fin du temps qui nous a été alloué. Mes remarques de conclusion seront très brèves. Tout d'abord, je pense qu'il y a une discussion de panel excellente qui a vraiment pu souligner la complexité et montre que non seulement toute l'organisation, mais toute l'économie, tout le monde tout entier, en fait, cette approche sera nécessaire pour faire face à cette crise du changement climatique, de la biodiversité et de la pollution. At the same time, en même temps, je pense que nous avons vraiment terminé sur une note qui nous mène vers la phase 2, où ce sera vraiment très intéressant de regarder certaines des façons positives et pratiques pour arriver au changement exponentiel et la transformation dont nous avons besoin. Je voudrais transmettre mes remerciements. Je ne peux clairement pas nommer tout le monde, mais Andrew et toute l'équipe qui a travaillé pour mettre ensemble ce rapport de synthèse et tant de direction au sein de l'OCDE, ainsi que les comités qui ont contribué à ce rapport. Et je voudrais terminer et conclure en remerciant les panélistes d'être venus et de nous avoir donné quelques éléments de réflexion. Donc, je vous demanderai de les applaudir, mesdames et messieurs. I'm the Canadian ambassador.